Lionel, tes 3 points ce soir. Écoute, mon premier point, ce sera sur le niveau technique. Je ne vais pas revenir sur moi ce match qui m'a enthousiasmé, mais le niveau technique, souvent on décrit la Ligue 1 en disant ouais, la technique c'est pas une Ligue 1, c'est pas exceptionnel et tout, mais là il y avait de l'intensité et le niveau technique à haute intensité c'est d'autres choses. Là on avait deux équipes qui se battent pour aller chercher la Champions League et on est dans un très très haut niveau technique, pour moi en tout cas. Mon deuxième point, c'est ce Strasbourg à deux visages. J'adore la fraîcheur de cette équipe, magnifique. Et mon troisième point, je le ferai pas sur la flamme plus, je le mettrai en quatrième point. Mais mon troisième point, c'est je pense que Lyon a raté le coche en première mi-temps, contrairement aux Strasbourgeois qui eux ont su faire le dos rond en première mi-temps et puis être clinique en deuxième. Lyon n'a pas su le faire. Greg, tes 3 points ce soir. Les deux formations, Strasbourg et Lyon. Alors, chacune a eu sa période, mais il faut deux équipes pour avoir un bon match. Et ce soir, on s'est régalé. Donc, Lyon a bien résumé la situation. Il y a eu un niveau technique assez intéressant. Il y a eu du rythme, de l'intensité. On sentait deux équipes qui n'étaient pas dans la réflexion. Ça a joué et puis ça fait du bien. Après, un petit point perso sur Bakwa. J'ai adoré le but qu'il a mis. C'est un but de grande classe. S'il avait un nom un petit peu plus ronflant, je pense qu'on en parlera encore. Et puis, troisième point, Rosenior, parce qu'il fait un travail remarquable avec ce Racing. Faut pas oublier, 3 victoires en 14 matchs seulement en début de saison. Il y avait matière à s'inquiéter. Et là, ils sont en passe d'aller peut-être chercher une qualif en Ligue des Champions. En tous les cas, une Coupe d'Europe. Le Strasbourg qui est 5e ce soir, 46 points à 3 points de la 2e place occupée par l'Olympique de Marseille. L'OM qui est certes à Reims, l'équipe la plus en difficulté depuis ces derniers mois en Ligue 1, mais Strasbourg qui passe devant l'Olympique Lyonnais. Désormais, l'OL recule à la 6e place avec 45 points. Est-ce que cette victoire est totalement méritée ? 4-2 pour Strasbourg, grand spectacle en deuxième période, mais il faut se rappeler de cette première période qui est quand même totalement dominée par l'Olympique Lyonnais, qui a été très dangereux, qu'il a été encore un peu en deuxième période. Qui a manqué d'efficacité. Qui a manqué d'efficacité. En première période, bien évidemment. Alors c'est difficile de parler, de dire mais s'ils avaient marqué, ça aurait été différent. Bien évidemment que le match aurait été différent. Il y a eu cette barre sur la reprise de Mikotadze. Il y a eu une grosse emprise en première mi-temps. Franchement, je pense qu'il y a eu autant d'emprise en première mi-temps côté lyonnais sur le jeu qu'il y en a eu que Strasbourg a eu en seconde mi-temps. La grosse différence, c'est la finition. Strasbourg a su en profiter, a su être clinique dans ses finitions. C'est la grosse différence aujourd'hui, je pense. Mais pour moi, les deux mi-temps, autant Lyon a gagné cette première mi-temps au point, mais à l'arrivée, c'est Strasbourg. Et moi, ce que j'ai aimé... J'ai eu deux matchs en un, en fait. Exactement. Moi, ce que j'ai aimé chez les Strasbourgeois, contrairement aux Lyonnais, c'est que Strasbourg a su faire le dos rond dans les temps faibles. Les Lyonnais, eux, ils ont pris des buts. Ouais, j'allais venir, Lionel, parce que oui, Lyon a dominé la première période, c'est indéniable. Il y a eu ce manque de réussite, mais Strasbourg a su ne pas encaisser, en fait, ce but. C'est la meilleure défense du championnat. Et après, ça fait la diff. Après, on parle toujours de... C'est ces dernières semaines, c'est pas la meilleure défense sur la saison. Ouais, Strasbourg. Ouais. Depuis début décembre, ils avaient encaissé que 6 buts. Alors là, ils en prennent 2 ce soir, ça fait 8. Mais depuis début décembre, c'était la meilleure. Ouais. Puis ils ont gardé cet état d'esprit surtout. Parce que quand tu vois la physionomie de la première période, tu es Strasbourg à la mi-temps, à mon avis, tu es en train de te dire on est en train de se faire secouer, on va peut-être resserrer un petit peu les lignes et être un peu plus tranquille. Non, ils ont continué à aller chercher. Et ils ont eu leur moment fort. Et dans leur temps fort, ils ont marqué. Et là, ça a complètement débridé la rencontre. Et justement, comment vous expliquez, les gars, ces deux périodes dont vous parlez ? C'est tout le temps. C'est spécial à Strasbourg. Quand tu les vois jouer ces derniers temps. Strasbourg aux deux visages. Ouais, complètement. C'est souvent que la première mi-temps, ils ont du mal à se mettre en jambe. Donc c'est vraiment à l'image de leur championnat. C'est vraiment lié à eux. C'est pas les Lyonnais qui sont un peu effondrés en deuxième période de quoi. C'est vraiment Strasbourg qui a décidé de se. C'est un peu les vases communicants quand même. Ouais. C'est-à-dire que tu as les Lyonnais qui se disent on a raté le coche en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on va y aller un peu plus fort, et puis ils s'ouvrent et ils se font ouvrir par les attaques et ces passes parce que. Moi, ce que j'adore chez ces jeunes, c'est qu'il y a du combat
et ça, je parle sous... Greg, tu peux me contredire si tu as envie, mais moi je pense que la difficulté, c'est de mettre du combat et en même temps de mettre tout de suite après avoir gagné ton combat, de devenir un artiste et de mettre cette fraîcheur technique et de avoir la capacité d'allier les deux. Exactement, tout de suite. Tu sors du combat, et tout de suite derrière, tu fais un geste, geste de technicité incroyable. Pour pouvoir le réaliser, il faut être dans de bonnes conditions. Et je pense qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Et je reste persuadé que le discours de Rosenior au sein du groupe leur permet de pouvoir s'exprimer de la meilleure des façons. C'est la deuxième équipe de France en 2025, Strasbourg derrière le Paris Saint-Germain, 4e victoire consécutive. Deuxième, je crois que c'était la meilleure. Les Strasbourgeois. Ah non, là, je parle de la défense. PSG. Oui, non, moi je te parle là, en termes de résultats. En 2025, il n'y a que le PSG qui fait mieux. Alors, pour moi, c'est quelque chose aussi qui me fait peur. Parce que le travail, Greg en parlait, le travail de Rosenior, c'est-à-dire que pour mettre ce style de jeu en place, il te faut du temps. Le problème, il est que, admettons que Strasbourg fasse la Champions League l'année prochaine, qu'on connaît la politique technique du club de Strasbourg. Il y en a pas mal, il y en a les 80% de ces joueurs qui risquent de partir. Quid de l'équipe, si Strasbourg fait la Champions League, quid de cette équipe de Strasbourg, de son visage en début de saison l'année prochaine, parce que Rosenior va être contraint et obligé de remodeler une équipe, de refaire, et ça va recommencer. S'il fait comme cette année, pas mal, quoi. Ouais, non, en début de saison, ça veut dire que en Champions League, ça va être très très compliqué pour les Strasbourgeois. Même si c'est de la Ligue Europa ou de la Conférence, quoi qu'il arrive, il y aurait une Coupe d'Europe. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais je pense que la cellule de recrutement est en train déjà de bosser par rapport à ça. Ils sont en train d'anticiper parce que ça travaille très bien au Racing. Maxime est là au 32-16, supporter strasbourgeois. Salut Maxime, bienvenue sur RMC. Bonsoir messieurs, bonsoir Greg, bonsoir strasbourgeois, forcément effectif. Ouais, en même temps, alors commencez pas à saluer Greg parce qu'il a fait tous les clubs de France, les gars. Donc, ouais, mais faut le reconnaître. Oui, combien de clubs, Greg? À peu près. Bon, et Maxime, à peu près. Maxime, t'entends ça 9 ou 10 9 ou 10 en France. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, bah oui. Ah, j'aurais pas dit tant. Ah, bah, 9 si. en France. Ouais, moi, je pensais que c'était même plus encore. Bon. Pour Didier Six. Ouais. Maxime. Dundarziz, il a joué à Strasbourg, non? Ouais. Oui. T'entends parler de Ligue des Champions, est-ce qu'on va un peu vite en besogne là? Laissez-nous rêver, messieurs. Laissez-nous rêver. Brest y est arrivé la saison dernière. Je vois pas pourquoi ce Racing-là n'y arriverait pas. Alors j'entends bien les échanges avec Lyonnais qui craint la saison prochaine. On verra déjà. Sincèrement, nous on rêve à Strasbourg parce que en début de saison il y a 4 mois. Franchement, rêver d'une telle situation, c'était quasiment impensable. C'était impensable parce que cette équipe prenait énormément de buts. Elle prend seulement 6 buts sur les 14 dernières journées. On avait pris 24 lors des 13 premières journées de championnat. Bon bah voilà. Et je pense qu'on a vécu ce soir la meilleure deuxième mi-temps, en tout cas la meilleure mi-temps de l'ère Bluco depuis que les nouveaux propriétaires sont là. Ça c'est évident. Ah, il y avait 0-0 à la pause, hein. 4-2 en deuxième période. Comment t'expliques, Maxime, ce changement strasbourgeois, cette performance, cette deuxième période? Comment tu l'expliques, toi? Alors, je pense qu'il y a eu vraiment un changement d'approche du côté de Rosenior et de son staff début décembre. J'en reviens en fait à un Brest-Strasbourg où Strasbourg est vraiment dans le dur. Il prend un 3-1 à Brest et il n'y avait pas photo. Il y a eu un changement pas un changement de philosophie parce que Rosenior a quand même gardé son ADN et son style de jeu, mais je pense que Rosenior a eu un petit temps d'adaptation à connaître le style de jeu, à jouer en Liga. Et clairement, je pense que cette équipe sait jouer en étant dominée, ce qu'elle ne savait pas faire durant les 4 premiers mois, parce qu'elle est jeune cette équipe et qu'il fallait aussi apprendre beaucoup de choses. Elle a su apprendre rapidement et alors, ce sera un petit débat pour les supporters lyonnais, je pense, un petit tips, mais je suis persuadé que l'absence de Fonseca à la mi-temps dans le vestiaire joue aussi sur ce match. Ouais, mais regarde, les Lyonnais étaient aussi sur une très belle pente avant la trêve.
Et j'en entendais certains qui commençaient à dire que c'était peut-être justement dû au fait que Fonseca, dans les tribunes, peut-être avait une meilleure vue pour analyser les matchs aussi, tu vois. Donc, je vais pas intervenir sur le débat lyonnais. Je suis supporter c'est toi qui viens de strasbourgeois, lancer. mais... C'est toi qui viens de lancer. Ouais, c'est moi qui l'ai lancé, mais bon. c'est vrai que Lyon restait sur 10 matchs sans défaite, il me semble, en Ligue 1. Ils en prennent 4 en 45 minutes. J'ai bien entendu tout à l'heure, ils n'ont pas été réalistes, ça c'est sûr, ils n'ont pas été réalistes, mais je crois vraiment que l'absence d'un coach, tactiquement en tout cas, à la mi-temps, Rosignol a gagné. Voilà, et l'absence de Fonseca dans son vestiaire, je pense que forcément ça a un impact côté lyonnais. Alors, je laisserai les Lyonnais débattre là-dessus, mais on prend, nous, du côté strasbourgeois. Ouvrons le dossier Emmanuel Emega, quand même. Le buteur strasbourgeois. Quelle progression, quand même, Maxime, parce que si on t'avait dit en mars 2025, à la fin de la saison dernière, qu'il ferait la saison qu'il est en train de faire, tu aurais cru, toi? Oui, lorsqu'il est venu à Strasbourg, il venait d'Autriche. Sturm Graz. Ouais, Sturm Graz. Bon, certes, c'était le champion d'Autriche, il me semble, à l'époque, mais bon, tu peux faire un équivalent d'un très bon joueur de Ligue 2. Il a eu une première saison compliquée parce que cette équipe tournait moyennement avec Vieira. Et c'est vrai qu'il a pris une envergure folle cette saison, en début de saison. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est sa capacité à jouer en pivot, qu'il n'avait absolument pas lorsqu'il arrivait à Strasbourg. On faisait la comparaison avec Ludovic Ajor, qui était quand même clairement déficitaire pour Emega lorsqu'il est venu à Strasbourg. Et là, il a une palette aujourd'hui, dans le jeu sans ballon, surtout pour moi dans le jeu sans ballon. Et puis, il est beaucoup plus clinique qu'il ne l'était la saison dernière, ça c'est évident. Il met son 13e but de la saison en Ligue 1 ce soir. Greg, Lionel, le défenseur et le gardien que vous étiez, comment vous jugez cet attaquant qui fait près de plus d'un mètre 90, enfin 1m96 je crois, qui est rapide, qui est efficace, il a tout pour être une vraie terreur, quoi? Oui, clairement. Après, je pense que le seul problème qui peut arriver pour Emega, c'est sa gestion des matchs mentalement. Tu sens qu'il peut éventuellement sortir de sa rencontre. Il faut qu'il fasse attention à ça, parce qu'il peut mettre en péril en plus le collectif, parce que parfois il peut dégoupiller encore très ce soir, rapidement. on l'a vu chambrer. Après, je pense, c'est ce que je disais à l'antenne, je pense qu'il se nourrit du conflit pour être performant. Certains aimaient ça. Je peux penser à Zlatan, il y a des joueurs comme ça qui aiment ça. Mais va falloir qu'il fasse attention aussi. Mais après, pour le reste, il a tout le potentiel, il a toutes les qualités requises en tous les cas pour faire mal à toutes les défenses. Lionel, Emega, c'est un buteur qui t'aurait fait peur? Dans cette équipe de Strasbourg actuelle, oui, effectivement. Après, tu le mets dans un autre contexte, tu le replaces comme il est arrivé en début de saison, non, il ne me faisait pas peur. Maintenant, c'est vrai que quand tu commences à parler des individualités, moi, personnellement, je regarde tout le temps le groupe et comment se comportent les individualités dans ce groupe-là. Et aujourd'hui, je vois l'émergence d'individualités. Oui, tu parles des mégas, mais on pourrait pratiquement tous les citer. Tu les prends un par un, les Strasbourgeois. Aujourd'hui, ils sont tous performants. Pourquoi ? Parce que avant tout, ils travaillent pour l'équipe, ils travaillent pour le groupe. Et aujourd'hui, on parle de l'efficacité des mégas, mais surtout du jeu sans ballon. Greg le disait, il a un jeu sans ballon, ou notre auditeur, je ne sais plus, il est très influent. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 1m90, comme ça, pratiquement 2 mètres, qui est capable de jouer dos au but, alors qu'il n'était pas capable au départ, s'il est capable aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mecs qui sont capables de jouer sur lui et de le mettre en évidence parce qu'il est capable de jouer dos au but, mais aussi c'est Rossignol qui a été capable de le voir et de jouer et de l'utiliser dans ces conditions-là et de lui donner confiance et donner confiance au groupe, de lui donner les ballons. Donc moi, avant tout, je mettrai en avant Rossignol. Mathieu qui est avec nous au 32-16. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Mathieu, je regarde le calendrier de Strasbourg. Et je vois d'ici à la fin de saison, Reims la semaine prochaine. Il y a notamment Saint-Etienne, il y a Angers, il y a Le Havre. Bon, il y a aussi le Paris Saint-Germain ou encore Monaco. Mais est-ce que Strasbourg, en Ligue des Champions, c'est une vraie possibilité selon toi? Il y a 6 ou 7 journées, c'était plutôt un fantasme. Je m'étais amusé à pronostiquer un petit peu la fin de saison et je ne nous voyais pas finir mieux que 7e ou 6e. Mais je n'avais pas du tout anticipé une telle série en cours.
Et là, force est de constater qu'on est revenu dans la course et qu'on a notre destin presque entre les mains, puisqu'on va jouer. Donc, on a battu Lyon, qui est un concurrent direct. On va jouer Nice à la Méno dans 2 journées. On va se déplacer à Monaco. Ouais. Ouais, donc c'est et en analysant un petit peu la fin de saison, c'est vrai que les clubs de devant, il va y avoir beaucoup de neutralisation. Il y a des confrontations directes aussi par rapport aux concurrents du Racing. Il y a Lille qui va jouer contre Lens, je crois. Il y a Monaco et Nice qui s'affrontent demain. Donc les équipes qui sont en concurrence avec nous vont y laisser des plumes, mais nous on a clairement notre destin entre les mains. C'est hallucinant et je me prends à rêver à une fois dans ma vie peut-être écouter l'hymne de la Ligue des Champions à la Méno. Alors c'est pas fait. Ce soir, il reste encore du chemin à accomplir, mais c'est bien au-delà de mes espérances par rapport au début de saison. Greg, Lionel, qu'est-ce qui pourrait empêcher Strasbourg d'être en Ligue des Champions? Est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, vous voyez cette équipe qui est-ce qu'elle est en surchauffe, en sur-régime, que ça va s'arrêter, est-ce qu'il va y avoir un truc? Non, on en parlait un petit peu en off avec Lionel. Je pense que avec le début de saison qu'elle a eu, où elle était vraiment dans le dur jusqu'à la 14e journée, faut pas l'oublier, 3 victoires, tu peux te poser des questions. Et là, la dynamique qu'elle a, je ne vois pas comment ça pourrait mal aller en fait. À moins qu'au sein du groupe, mentalement, l'enjeu prenne le pas sur le jeu par rapport à ce... Ça va être un objectif aujourd'hui, d'aller accrocher une Coupe d'Europe. Là, ils peuvent plus se cacher, pardon. Donc, oui, alors que se clasher, c'est possible encore, s'ils veulent. Oui, je ne voulais pas en parler, mais il est vrai qu'après, sur les matchs, on dit oui, c'est des équipes de bas de tableau, mais ces équipes-là vont jouer leur survie. Donc, ça va être des matchs difficiles à négocier aussi. Mais vu la dynamique en tous les cas et de ce qu'ils ont démontré ce soir, ils sont en capacité de garder ce rythme-là. Lionel. Ouais, moi j'ai du mal à me prononcer, tout simplement parce que c'est l'équipe la plus jeune du championnat de France. La jeunesse, alors il peut y avoir, tu peux tomber d'un côté ou de l'autre. Tu peux tomber soit dans l'insouciance, et comme tu vois, on en parlait avec Greg, quand tu les vois célébrer comme ils célèbrent leur but et tout ça, tu dis waouh, attention. Entre guillemets, le groupe vit bien, mais là, il vit très très bien. Ils parlent le même football. Ils parlent. Et si jamais l'insouciance continue de les habiter jusqu'à la fin du championnat, ça va le faire. Il va rien leur arriver. Mais par contre, le péché de jeunesse, ça serait peut-être de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont. Et l'enjeu, comme tu disais, Greg, l'enjeu qui prend le pas. Et là, la peur de gagner, le petit bras, le joueur de tennis qui fait son service petit bras et puis qui sait plus, voilà, qui fait c'est à double faute. Donc attention, moi je sais pas, mais pour l'instant, je pense que tous les feux sont au vert quand même, je pense. Mathieu, on a parlé des mégas ce soir et de sa saison époustouflante. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Qui tu retiens ce soir? Franchement, c'est dur d'en ressortir tellement ils ont été... Il y en a beaucoup, mais il y a Dylan Bakwa qui fait une saison exceptionnelle. Il est, je crois, 2e meilleur passeur du championnat. Petrovic est très solide en première mi-temps. Alors il y a quelques une petite cagade en deuxième. J'ai une petite cagade, mais je veux dire, il faut sortir les arrêts et je voudrais juste revenir sur quelque chose que disait Lionel tout à l'heure. Il parlait, malheureusement, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'intersaison avec la possibilité d'avoir un effectif qui change beaucoup. On ne le sait pas. Moi, ça m'inquiète, ça. C'est cette politique technique qui m'inquiète, mais peut-être que je me fais du mouron pour rien, vous. Mais ça me fait peur. Boucaud va changer. Enfin, peut-être que s'il y avait une qualification en Ligue des Champions, ce serait déjà au-delà des espérances sportives du Racing, même si peut-être que jouer la Ligue Conférence, ça pouvait être un objectif un petit peu caché. Bon, la Ligue des Champions, peut-être redistribuer les cartes et pour faire prendre de la valeur aux joueurs et les montrer aux yeux de l'Europe, il peut y avoir un intérêt aussi de laisser un petit peu cette équipe s'exprimer peut-être l'année prochaine. Mais moi, c'est pas forcément que les joueurs qui m'inquiètent. C'est que va-t-il advenir de l'avenir de Liam Rossignol ? Parce que cet entraîneur fait une saison extraordinaire. À Hull City, quand il est venu à Strasbourg, ils ont pleuré quand il est parti. C'est un entraîneur qui démontre des capacités tactiques, une analyse footballistique qui est très intéressante, qui a réussi à faire de cette équipe de jeunes une machine un peu à tuer en Ligue 1. On est très très pragmatique, on est tueur devant le but, on n'a pas besoin forcément d'avoir la possession du ballon comme ce soir et d'avoir beaucoup d'occasions. Par contre, on les met au fond. Et moi, ce qui m'inquiéterait, c'est surtout de perdre au senior à l'intersaison. Ouais, tu as raison, parce qu'il faut vraiment, pour avoir cette... on le disait en début, quand on présentait la rencontre, pour avoir ce type de politique technique, il faut vraiment que tu aies le mec idoine, le Gargamel qui est capable de te faire prendre une mayonnaise comme ça. C'est très très compliqué avec des jeunes et tout ça. Tout le monde n'y arrive pas.
Ça a mis 6 mois, mais pour l'instant, mais voilà, et en plus, lui, il a eu cette intelligence, c'est-à-dire qu'il s'est planté. Et je crois que l'auditeur d'avant nous disait, ou c'était toi, je ne sais pas, qui nous disait, mais attention, au départ, c'était très compliqué. Il a eu l'humilité de se remettre en question parce qu'il a pris l'odeur de la Ligue 1. La Ligue 1, elle est beaucoup décriée, mais la Ligue 1, c'est vraiment très spécifique. Greg et moi, on peut en parler. Je te promets, c'est très, 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 très spécifique. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'y arrivent pas. Et lui, il s'est remis en question et il a remis son équipe vraiment sur pied. Et bravo. Merci Mathieu d'avoir été là. À bientôt. Eh ben, merci à vous, bonne soirée les mecs. Ça a été un plaisir, à très vite, à bientôt sur RMC dans l'After. Il est 23h07, Greg Pesley, Lionel Charbonnier en direct jusqu'à minuit à suivre l'OM. Et là, on va ouvrir une grande page lyonnaise, l'Olympique lyonnais. À la rechute quelque part, on le disait tout à l'heure, l'OL était sur une super série. Justement, derrière le PSG Strasbourg, c'était l'équipe la plus en forme de France. On le craignait un peu avec les nombreux internationaux, notamment les Sud-Américains. Il y a eu une très bonne première période de Lyon qui s'est écoulée en deuxième. Est-ce que c'est clairement la trêve qui a pu casser la dynamique lyonnaise? Je pense pas, parce que quand tu vois leur première période, tu dis bah non, ils sont dans le coup en fait. Oui, mais peut-être que justement ils ont un peu les jambes coupées pour la suite, non? Non, je pense pas. Sincèrement, non. C'était un gros rythme. C'est pour ça, tenir quand 90 minutes quand on a comme ça, débriefé de la mi-temps, j'ai dit est-ce qu'ils seront en capacité de tenir le même rythme en seconde? Et ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas lié à la trêve, ça, non? Non, je pense pas. Non, c'était franchement un gros rythme. Si Lyon est capable de tenir 90 minutes comme ils ont tenu les 45 premières minutes, Lyon finit deuxième du championnat. Et je pense que c'est pas possible parce que y a, avec l'intensité, avec la maîtrise technique à haute intensité, c'est ça aussi le plus dur. Aujourd'hui, combien d'équipes sont capables de faire ça? Moi, il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas beaucoup. Paris, t'as Paris. Basta. Oui, mais vous allez me faire croire que Lyon n'est pas capable de faire ça contre Strasbourg. Là, justement, on ne parle pas du Paris Saint-Germain en face. C'est un concurrent pour la Ligue des Champions. Après, l'OL est bien placé. Bon, tu peux te dire que contre Strasbourg, il faut dire une chose. Si Lyon, avec Dessy, tu refais le monde où tu coupes du bois. Ouais. Mais voilà, s'il mène 1-0, c'est plus du tout le même match. Dans la gestion, c'est complètement autre chose. Et à partir de là, à partir du moment où tu ne marques pas, surtout à l'extérieur, bah ça rend un match complètement différent. Dans les matchs de Coupe d'Europe, tu as la même chose. Tu sais pertinemment que si, lorsque tu es bien, tu joues à haute intensité, tu n'arrives pas à concrétiser, tu peux être sûr que soit au match retour, si tu as fait un gros match, soit dans la mi-temps d'après, soit dans l'action d'après, parce qu'en Coupe d'Europe, c'est comme ça, tu as raté de l'action d'après, tu le payes cash. Si tu n'as pas marqué le but, tu le payes cash. Et le rapport de force, il s'inverse tellement vite. Exactement. Antonin est là au 32-16, supporter de Lyon. Salut Antonin. Salut les gars, ça va? Salut Antonin. Merci d'être là. Il y a un petit décalage parce que je crois que Antonin est avec nous depuis Washington DC, USA. C'est ça Antonin? C'est exactement ça, ouais. Tout à fait, ouais. Capitale américaine. Et il a envoyé un message sur le direct studio. Tu peux pas faire le 32-16 à l'étranger, mais un message sur le direct studio, sur l'appli RMC ou RMC Sport. Okay. Et Adri, qui est là au standard à la fois 32-16 et qui a les yeux sur le direct studio, il peut rappeler si tu laisses les coordonnées. C'est ça l'after, on est partout. Et il est quelle heure chez toi, Antonin? Là, il est quoi? Il est 18h, ouais, 18h passé, ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de ta fin d'après-midi devant ton Olympique lyonnais qui s'incline 4-2 à Strasbourg ce soir? Un peu comme d'habitude, on a toujours un peu, on est heureux puis après on est déçu malheureusement, ou à l'inverse des fois on est déçu puis heureux à la fin du match, mais c'est un peu ça cette saison, on n'a jamais trop fait de grosses mi-temps. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça la chose. Et puis là où surtout dans le match comme aujourd'hui, je trouve que à 2-1 on joue contre une équipe très jeune, contrairement à Lyon. Et je trouve que en termes d'expérience, on n'a pas du tout été montré l'expérience sur ce match. À 2-1, je pense que si on est bien, si on a les cannes, on peut revenir dans le match, mais on l'a pas fait cet après-midi ou ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé des choix de Paulo Fonseca, la compo de départ déjà? Voilà, il y a Almada, Tagliafico notamment qui avait joué dans la nuit de mardi à mercredi, mercredi matin, du coup très tôt, cette Argentine-Brésil sur le banc. Qu'est-ce que tu as pensé des choix de départ? C'est
c'est des choix logiques, hein, je trouve. De toute manière, on le sait, à chaque fois après les trêves internationales, on a toujours un petit décalage pour les Sud-Américains qui reviennent, donc ils sont toujours sur le banc après à chaque fois. C'est vrai que c'était un peu dommage qu'on joue dès le vendredi soir, mais oui, après le choix. Après, je pense plus ce qui nous fait du mal, je pense, c'est aussi de pas avoir de coach sur le banc, parce que ne serait-ce que la causerie à la mi-temps et même à 2-0 de remobiliser les troupes, il n'y a personne sur le banc. Donc pour les changements, même si on veut les faire d'en haut, je trouve que on voit peut-être les lacunes d'avoir un coach en tribune. Alors justement, Antonin, je vois passer aussi depuis tout à l'heure dans le chat sur la chaîne YouTube de l'After beaucoup de messages sur le coaching ce soir. Alors je l'ai sous les yeux. Sortie de Verretou pour l'entrée de Thiago Almada à la 70e. À la 78e, Lacazette remplace Noama et 85e, les entrées de Tagliafico et Matic. Bon, la compo, les choix étaient logiques. On n'attendait pas quelque chose de différent, mais vous auriez fait différemment pendant le match. Et vous pensez aussi concrètement que l'absence de Fonseca dans les vestiaires, sur le banc, c'est vraiment un gros handicap? C'est difficile. Je le disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression j'en entendais certains qui disaient que ça pouvait être positif. Non, c'est un impact quoi qu'il arrive. Ça a un impact. Surtout à la mi-temps. On l'a vu dans un inside où il prend la parole à la mi-temps d'un match où de suite il remobilise les troupes contre Montpellier et en deuxième mi-temps on a tout l'inverse le visage qui est complètement différent. Donc je pense que ça a quand même un impact d'avoir un coach sur le banc, un coach dans le vestiaire. Donc oui, bien sûr, pour les premiers matchs, peut-être qu'il y avait toute l'euphorie de cette suspension qui faisait que ça peut fonctionner. Peut-être sur la durée, ça va montrer les lacunes de tout ça. Greg, Lionel, vous avez joué des matchs dans votre carrière avec un coach suspendu, peut-être qui était en tribune. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça change concrètement, quoi? On sent une vraie diff? Ou c'est plus sur la longueur, là? On sait qu'il est suspendu 9 mois. Bon, c'est sûr que tu peux dire que tu peux gérer un match ou deux, mais que... Oui, c'est ce que j'allais dire. One shot, c'est pas dérangeant. Après, il est vrai que sur le long terme, ça peut être impactant. Et ça va être impactant, je pense, pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, moi, j'ai jamais eu à gérer ce genre de choses. Giroud, il était calme. Il était presque calme. Il était presque calme. En tout cas, il passait à travers les gouttes. Il y a qu'une fois, tiens, une petite anecdote, si tu veux. Une fois où on est, parce que Giroud était très intelligent et on était... On était champion lors du dernier match qu'on a joué contre Nantes et il nous voit un petit peu, tu vois, pas concentré et tout. Et il s'est dit, ça pue, match contre Nantes, on va le perdre. Donc il nous voit, les cheveux bleu, blanc, rouge et tout ça. Et il vient nous voir, et il nous dit, vous savez les gars, ce soir, c'est pas moi qui vais coacher, je vais monter en tribune. C'est Dominique Cuperli, c'est-à-dire la merde, elle est pour toi, mon pote. Et nous, on l'a su. Moi, tout de suite, j'ai ressenti le truc. J'ai dit, putain, il nous sent pas concentrés, c'est pas possible. Donc je dis aux gars, les gars, pour Cup et pour le coach, parce que ce qu'il fait, c'est pas bien, il se défile. Donc on va montrer à Cup comment. Et nous, ça nous avait reboosté. Il a été bon. Ça nous avait reboosté. Alors il y en a qui disent que oui, il l'avait fait exprès parce qu'il nous a vu déconcentrés et que pour Cup, ça allait nous remobiliser, tout ça. Non, je pense que là, il avait lâché complètement. Et nous, ça nous avait reboosté de ne pas voir le coach sur le banc. Et en deuxième mi-temps, quand on gagne à la mi-temps, en deuxième mi-temps, il revient et puis il est content. Voilà, et on bat à la dernière seconde, on bat Nantes. Débat entraîneur, on nous dit notamment que ce ne serait pas arrivé avec Pierre Sage, ce qui se passe autour de Paolo Fonseca. Lyon, qui a été battu, qui recule à la 6e place, qui avait l'occasion de monter sur le podium ce soir. Pas, ça ne serait pas arrivé avec Pierre Sage. En fait, sous-entendu. Eh oui, Pierre Sage. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais par contre, quand même, il ne faut pas tout enlever aux Lyonnais et au travail de Fonseca, parce qu'il y a quand même une nouvelle, moi je trouve, une nouvelle image de cette équipe lyonnaise. Oui, ils sont passés à travers la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, franchement, moi j'ai beaucoup aimé le visage lyonnais. Mais le football, ils n'ont pas concrétisé. Ouais, bien sûr. C'est 90 minutes. Oui, bien, bien évidemment. Tu l'as jamais dit, Giroud, ça. C'est même 95. 95. Ah, voilà. 90, ils nous engueulaient. Bah oui. Il avait raison. Tiens, on a Cédric qui est là au 32-16, supporter de l'OL. Salut Cédric. Ouais, salut les gars, salut l'after. Salut Cédric. Bon Cédric, est-ce qu'on peut avec toi parler du numéro 9 lyonnais qui fait débat depuis un moment, Lacazette titulaire en Ligue 1, Mikotadze plutôt en Coupe d'Europe. Ce soir, Mikotadze titulaire.
Faut dire qu'il est en grande forme, 8 buts sur les 5 derniers matchs, sélection comprise. Et je ne sais pas s'il faut le voir comme un signe ou pas, mais le penalty lyonnais en fin de match, pas Lacazette qui le tire, c'est Miko Tadze. Tu penses quoi, Ouais, tout à fait. Bah oui, non, mais tout à fait. Je trouve qu'il prend bien ses marques. Je trouve qu'il a un très très bon état d'esprit parce que mine de rien, il arrive à Lyon. Il a quand même Lacazette devant lui. Je trouve que Pierre Sage avait bien géré déjà le cas de ces deux joueurs. Paulo Fonseca le fait bien également. Je trouve qu'en début de saison, Miko Tadze n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il avait que des bouts de match. C'est dur de montrer sur des 10-15 minutes quand on rentre à la 75e de montrer beaucoup de choses. Je trouve qu'il est patient. Il sait qu'il sera le titulaire indiscutable l'année prochaine. Je pense que le fait d'être parti aussi avec la Géorgie, d'avoir mis but sur les 2 matchs qu'il a joué avec la Géorgie, cela fait du bien. Avant de partir avec la Géorgie, il avait marqué avec Lyon. Et comme tu dis, il a marqué 8 buts sur peu de matchs. Donc moi, je trouve que la gestion est bonne. Je trouve que là, il a plus de temps de jeu. Je trouve qu'il montre beaucoup de bonnes choses. Il l'a montré également à Paris quand il est rentré. C'est lui qui marque également. Donc moi je trouve que la gestion est bonne et je trouve qu'il a plus dans le jeu et il mérite en tout cas par rapport à ce qu'il montre, à ce qu'il démontre, aux efforts, aux contre-efforts, les buts qu'il marque. Le penalty est laissé, ça montre aussi également que Lacazette, très intelligent comme bonhomme, grand respect à Alexandre Lacazette, qui mine de rien, je trouve que la passation de pouvoir est très bien gérée et très bien faite. On continue de parler de ça dans un instant, Cédric, mais au micro, non pas Paulo Fonseca suspendu bien sûr, mais son adjoint, Jorge Maciel, qui est au micro de Valentin Jamin. On rate quelques ballons, à la récupération on perd, ça donne des transitions, ça enflamme le stade, il a 3 corners à la filée, il a un qui est but et finalement tout change dans l'ambiance. On savait que c'était une équipe qui joue beaucoup sur l'enthousiasme et il faut une autre maturité pour jouer ce type de match. Il faut autre maturité, mais c'est aussi, des fois, c'est pas ton jour. On a fait je pense, des meilleurs mi-temps qu'on a fait depuis longtemps. C'est bien maîtrisé sur le point de vue. Ils n'ont qu'une occasion. On a créé quelques situations. Après, il nous a manqué un peu plus de présence, un peu plus d'effectivité dans les choses. Donc voilà, il a vraiment une leçon à prendre. Faut être dans cette course qui sera toujours difficile jusqu'à la fin et dans laquelle on va être, parce qu'on est encore. Et c'est le plus important. À partir de là, on peut récupérer tout le monde, sauf Malik qui restera blessé. C'est très important pour nous sortir d'ici avec un effectif au complet. Tous les joueurs qui ont arrivé sont partis, ils vont partir dans les meilleures conditions pour préparer le prochain match. Et ça, c'est important quand tu as des joueurs qui sont partis partout. Voilà, c'est ça. On ne peut pas rejouer le match, on peut apprendre. On est dans la course, on va être dans la course. Et pour être dans la course, il faut qu'on soit rigoureux, exigeant, intense pendant 100 minutes s'il faut, peu importe le scénario, peu importe l'adversaire. Voilà la première réponse de Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca à Lyon, au micro de Sébastien Ruffet et Valentin Jamin. Ouais, non, Greg, mais j'ai l'impression que tu étais inspiré. Non, mais il a raison. Parce que la première mi-temps, tu veux reprocher quoi aux Lyonnais? Sauf le fait de ne pas avoir marqué. Après, pour le reste, oui, ça s'est un petit peu inversé sur des faits de jeu, mais son équipe n'a pas été en capacité de réagir. Sur ce dont on avait parlé, là, juste sur Lacazette, Miko Tadze, et on avait commencé à en parler avec Cédric au 32-16. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le bon moment, ça y est, il faut qu'il y ait cette passation de pouvoir, que c'est bien que Miko Tadze soit titulaire? Tu peux le faire avec un mec comme Alexandre Lacazette, tout simplement, parce qu'il y en a qui te diront « Ouais, c'est pas normal, tu sors le capitaine emblématique et tout ça ». C'est justement, c'est ce que je disais en préambule à 20h, parce que tu as un capitaine comme ça, un capitaine naturel. Ce mec-là, et c'est aujourd'hui, s'il accepte ça, c'est parce que il met en avant son équipe. Il se sait un petit peu moins bon. Il sait qu'il prend de l'âge. Il sait faire son autocritique. Il a l'humilité. Il a tout ça. Et si aujourd'hui il joue pas, c'est parce que c'est un mec extraordinaire qui il ne fait pas. Et je suis certain que même étant sur le banc, en tout cas dans le vestiaire, il a la même implication en tant que leader de vestiaire. C'est pas parce qu'il joue pas parce qu'il n'est pas titulaire qu'il se met en retrait et tout ça. Je suis certain que son implication, elle est exactement la même. Mais c'est parce que ce mec-là, c'est un vrai capitaine qui est capable d'aller sur le banc, qui est capable d'essayer de rentrer et puis de donner 300% de ses capacités. Pour moi, c'est bien. Et
pour moi, c'est bien managé. Tiens, on va dire un mot de la défense. Dans un instant, justement, écoutons en direct de la Méno Clinton Mata. Première réaction qui nous sur fait RMC. mal, et on essaie de réagir. Et puis après, voilà, malheureusement, on encaisse les 2 prochains buts. Il y a eu de la fatigue, il y a eu quelque chose que vous avez ressenti sur le Valentin terrain. Jamin. Strasbourg a changé de visage. Je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue, mais après, il ne faut pas oublier il y a certains internationaux qui sont revenus il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'est pas des excuses. Aujourd'hui, on doit assumer nos responsabilités. Je pense qu'on avait la chance de pouvoir faire une bonne opération ce soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et il reste encore 7 matchs. Il faut surtout pas baisser les bras parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, on avait quand même fait pas mal de bonnes prestations. On avait quand même enchaîné pas mal de victoires et il faut rester positif. Il y a encore 7 matchs à jouer et tout va se jouer jusqu'au dernier match. Lyon, je regardais 10e défense simplement de Ligue 1, 37 buts encaissés, ils en prennent encore 4 ce soir. On peut parler de Mikotadze, de Lacazette, on parle souvent de la force offensive lyonnaise, de la meilleure manière de mettre Cherki, Nouama en forme, pas en forme, Almada. Mais il y a quand même, et Cédric, je voudrais t'entendre aussi là-dessus, il y a quand même un gros souci. Pas seulement défensivement, oui, la défense centrale, mais même le milieu de terrain ce soir. C'est plus dans l'animation défensive. Tessman, Verretou, bon, Mathis sur le banc, il rentre, mais il y a Tessman, Verretou, ça n'a pas été bon aujourd'hui. Après, quand on regarde sur les buts strasbourgeois, Perry, il nous sauve 2-3 parades, dont le coup franc en première mi-temps, en deuxième mi-temps, pardon, et ensuite, il y a 4 corners d'affilée. À un moment donné, il y a un manque de marquage sur le premier but qui est quand même incroyable. Perry, il peut pas non plus tout sauver, et je trouve que tu as complètement raison. Il y a un problème défensif. Alors, à un moment donné, c'est pas que les 4 défenseurs, hein, c'est les 11 qui sont sur le terrain, mais il y a un manque d'agressivité. Ce que Lyon, là, je trouve, dans les grandes équipes, quand c'est des Marseille, quand c'est Paris, même si Strasbourg, attention, tout mon respect par rapport à la saison qu'ils font, parce que je trouve que c'est l'équipe la plus agréable à avoir joué, en tout cas sur ce championnat, hormis Paris, bien évidemment, que j'exclus, qui est au-dessus de tous. Mais si vous reprenez les stats du match d'aujourd'hui, Lyon, c'est au-dessus surtout. C'est 60% de possession de balle. On a à l'extérieur, c'est 16 tirs, 11 cadrés. Retrouvez-moi des stats comme ça n'existe pas. En Ligue 1, je parle à l'extérieur. Ça a été 30 fois dans la surface de réparation. Et comme a très bien dit Lionel, c'est banque, voilà, à un moment donné, il faut scorer, quoi. Et puis sur la surtout première mi-temps, ça doit faire 2-0 à la mi-temps. Pour aller dans ton sens, Cédric, on les a vus, vous allez peut-être les voir sur les réseaux, mais des super buts strasbourgeois, parce que même en XG, tu as 1-11 côté strasbourgeois, ils mettent 4 buts. Mais ah oui, tout à fait. Greg et Lionel, quand tu regardes, cette défense, ce milieu de terrain, c'est pas suffisant. Tu peux pas le remettre en question, je suis pas d'accord. Pour moi, non, parce que pour aller en Ligue des Champions, en première mi-temps, non, honnêtement, en première mi-temps, les Strasbourgeois, mais ils ne pouvaient même pas sortir. Tous les ballons étaient récupérés, tous les ballons. Pour moi, aujourd'hui, là, j'ai entendu tout à l'heure l'adjoint de Fonseca parler. Il dit on doit apprendre. Pour moi, aujourd'hui, tu apprends quoi? Moi, ce que j'apprends quand je vois ce match-là, c'est que les Lyonnais ne sont pas capables de tenir 95 minutes à faire le jeu. Donc, tu dois accepter, dans ton plan de jeu, tu dois avoir un Lyon à 2 visages. À l'image de Strasbourg aujourd'hui. C'est-à-dire, et tu l'inverses. Strasbourg a accepté de faire le dos rond et de ne pas plier pendant la période forte des Lyonnais. Mais par contre, en deuxième mi-temps, ils sont sortis beaucoup plus, ils ont fait ça. Lyon, aujourd'hui, n'est pas capable, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas capables de jouer 95 minutes à haute intensité. Ça veut dire, si tu n'arrives pas à faire la différence en première mi-temps comme aujourd'hui, accepte peut-être de jouer dans un bloc un peu différent, de donner un autre visage, ce que j'appelle le Lyon à 2 visages. Accepter. Mais si tu as une meilleure défense, un milieu de terrain défensif, même si tu tiens pas 90 minutes, tu prends peut-être pas les buts que tu prends ce soir, c'est Lionel. Mais là, ils ont été dépassés. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ils n'avaient plus cette lucidité en deuxième mi-temps, cet équilibre qu'ils pouvaient avoir, cet impact que tu dois mettre sur ce pressing qui était vachement bien organisé. Côté lyonnais, en première mi-temps, c'était exceptionnel. C'est le manque d'agressivité quand même sur certaines actions. Le but de Bako, il n'a pas le droit. Il passe entre 2 joueurs, après il arrive.
T'es pas à distance Il a tout le d'intervention temps, quand il frappe. ouais. Il a tout le temps d'ajuster sa frappe, même si c'est exceptionnel ce qu'il fait. Hein. Et sur le but de comment il s'appelle, Ameyo, je trouve que Mata est trop dilettantiste. Il doit avoir plus d'agressivité. Donc jamais tu dois prendre au moins 2 buts plus le coup de pied arrêté. Donc Cédric, on ouais, oublie, le mot de la fin. Vas-y. on oublie quelque chose. Pour moi, qui a manqué, il était sur le banc, donc je pense que c'est parce qu'il était en Argentine, mais qui est l'un pour moi des meilleurs milieux, latéral gauche. Tagliafico. Exactement, mais tout à fait. Pour moi, c'est l'un des meilleurs à son poste à l'heure actuelle. Hein. Ça va peut-être faire sourire certains, mais moi, je pense que Tagliafico, dans le vestiaire, sur le terrain, tout ce qu'il apporte, que ce soit défensivement, même offensivement, parce qu'il est même à marquer des buts. Ne serait-ce que dans l'attitude. Voilà, et je rejoins aussi Lionel sur ce qu'il a dit, parce qu'on critique beaucoup la Ligue 1 sur le match d'aujourd'hui, au niveau technique, que ce soit le Strasbourgeois, les Lyonnais, ça a montré quand même que la Ligue, voilà, c'était un régal ce soir. Ouais. Donc voilà, souvent on dit qu'on se fait chier, que la Ligue 1 c'est pourri. Bah, ce soir ça a montré un bon niveau. C'était un bon match ça peut être un très bon match de Coupe d'Europe en tout cas, sur ce qui a été montré aujourd'hui.